L'addiction est un problème de santé publique majeur, tout le monde le sait et surtout tout le monde en parle. Santé publique. Une addiction. De dépression, d'addiction. À la télé, au repas de famille, sur internet, tout le monde a extrêmement confiance en ce qu'ils ou elles disent, mais est-ce qu'on peut vraiment les croire? Et pourquoi sommes-nous addicts? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre à travers différents points de vue, que ce soit d'un point de vue physiologique en premier lieu, sociétal et anthropologique. Même si j'ai quelques pistes de réponse sur la question, il faudra quand même que je me renseigne pour mettre tout ça en ordre. Quand j'ai pensé à faire cette vidéo en premier lieu, je pensais pas qu'elle serait aussi compliquée à faire. Je pensais que j'allais parler du système de récompense, de la dopamine et à quel point est-ce que c'est l'hormone du plaisir et que on est à la recherche d'un plaisir oublié, perdu, qu'on ne peut plus atteindre. En fait, finalement, ce que j'ai toujours entendu sur l'addiction, alors qu'en vérité, pas vraiment, voire même pas du tout. En premier lieu, il faudrait déjà qu'on arrive à définir ce qu'est une addiction cliniquement. Selon santé.gouv, l'addiction elle se caractérise par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. La notion de conduite addictive comprend à la fois les addictions aux substances psychoactives, alcool, tabac, drogue illicite, mais également les addictions comportementales sans substances psychoactives. Une chose très importante encore à définir, avant de rentrer dans le vif du sujet sur vraiment l'addiction en elle-même, c'est la différence entre la dépendance et l'addiction. La dépendance, c'est une adaptation physiologique, physique et chimique de notre corps. Si on prend par exemple des antidépresseurs ou des opiacés parce qu'on s'est cassé le bras, pendant des mois, il y a une tolérance qui peut apparaître avec la substance. Si on arrête d'un seul coup la substance, on aura un syndrome de sevrage. C'est ça la dépendance. Notre corps ne peut plus vivre sans, entre gros guillemets, pendant un certain temps. Il faut l'arrêter progressivement pour retrouver un comportement physiologique normal. Or maintenant, dans le même cas des opiacés, si on en prend pendant des mois et que à la fin de notre traitement, on se met à en voler pour retrouver cette substance-là, on est dans une addiction, ou plutôt, on est dans un trouble de l'usage. Aujourd'hui, cliniquement, on parle plus trop d'addiction, on parle plutôt de trouble de l'usage d'une substance, comme je viens de le dire juste avant, abrégé en TUS. Même si le mot addiction a quelques mauvais côtés, je vais quand même l'utiliser dans cette vidéo parce que ça reste le plus connu et au-delà de ça, il permet aussi d'inclure les addictions comportementales que je vais essayer d'inclure au maximum. Pour comprendre comment se traduit une addiction physiologiquement, selon le consensus scientifique actuel, il faut déjà faire un petit rappel. Le cerveau, c'est plus de 86 milliards de neurones interconnectés entre elles, qui communiquent à travers des signaux électriques et ou des neurotransmetteurs qui jouent le rôle de transmetteurs justement à travers la synapse, qui est un petit espace entre deux neurones. Ces interconnexions neuronales forment plusieurs aires. Ici, ce qui nous intéresse, ça va être plutôt l'aire de la récompense, le système limbique, qui, comme son nom l'indique, gère évidemment la récompense du coup, mais plus précisément le plaisir qu'on ressent quand on fait une action qui est, entre gros guillemets, nécessaire à notre survie. D'un point de vue biologique et évolutif, ça s'exprime plutôt par le fait que ce système améliorait le score de fitness des mammifères qui possédaient ce système-là. Le score de fitness, c'est un score qui met en jeu la survie d'un individu et sa reproduction. Plus il a de descendance, plus il transmet ses gènes, plus finalement il y a d'individus qui ont ce système limbique, qui vont eux-mêmes se reproduire, et du coup il est retenu par l'évolution. Et c'est assez logique en fait, parce que quand on va manger quelque chose de très gras, très sucré par exemple, on va ressentir du plaisir, parce que c'est quelque chose qui était riche en ressources énergétiques. Et ça malheureusement les industriels ils l'ont évidemment très bien compris, mais à la base c'était vraiment pour nous permettre de survivre mieux, plus longtemps. Ce système de récompense, il est en grande partie sous l'influence d'un neurotransmetteur extrêmement connu, évidemment la dopamine. Très connu aussi sous le nom de l'hormone du bonheur, l'hormone du plaisir. Or, c'est faux. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se trompe autant dessus, et on entend tout et son contraire sur ce neurotransmetteur, je vous conseille vraiment la vidéo de Monsieur Za. On vous a menti sur la dopamine, il en parle bien mieux que moi, il va vraiment dans les détails sur ce neurotransmetteur-là précisément. Donc je vous la conseille. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que selon Beringe et Robinson, deux chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur ce neurotransmetteur, c'est que la dopamine, c'est le neurotransmetteur du wanting et non du plaisir. C'est vraiment le fait de vouloir quelque chose. Alors que le plaisir, quant à lui, il viendrait de plusieurs endroits de notre cerveau, des hotspots, dont certains sont dans le système limbique, mais pas que, qui, eux, nous feraient ressentir justement cette sensation-là. Mais la sensation n'est pas causée par la dopamine en elle-même. Donc revenons un petit peu à l'addiction. Dans un état normal, donc une personne qui n'est pas atteinte d'addiction, le système limbique il va se décomposer en plusieurs parties. Imaginons maintenant que je vois une pub pour le citron le plus acide du monde, le plus juteux et tout, merveilleux. Oui, c'est mon fruit préféré, oui, j'ai mal au bide, et oui, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour faire des analyses, pas le sujet. Mais donc, je vois cette pub.
Mes amygdales et mon hippocampe vont se souvenir du plaisir ressenti de quand j'ai mangé des citrons. Ils vont communiquer à l'aire tegmentale ventrale, qu'on va appeler ici l'ATV parce que ça va être très chiant à dire, et l'ATV, il va déclencher une production de dopamine. L'ATV, il va déverser la dopamine au noyau accumbens. Dans le noyau accumbens, il y a deux récepteurs qui vont vraiment nous intéresser. Les récepteurs D1 qui vont agir comme le go, et les récepteurs D2 qui vont agir comme le no-go. Les récepteurs D2, ils sont très sensibles à la dopamine. Et en fait, ils vont capter le bruit ambiant du cerveau. Ils vont capter le niveau de base de la dopamine. Et à l'inverse, les récepteurs D1, ils ont besoin d'un pic pour s'activer. Si le pic de dopamine n'est pas assez fort, les récepteurs D1 ne sont pas activés, et finalement, il n'y a pas de comportement qui est déclenché. Et donc, j'aurais pas la motivation, par exemple, d'aller chercher mon citron. A l'inverse, si les récepteurs D1 sont activés, il y a un comportement qui va être déclenché. Pas forcément, mais on va partir pour ce coup-ci. Il y a un comportement qui va être déclenché. J'aurai la motivation d'aller chercher mon citron, j'aurai l'urgence même d'aller le chercher. Ce pic de dopamine, il va continuer jusqu'au moment où je mange ce citron. Et son maximum, il arrivera juste avant que je le fasse. C'est la fameuse anticipation de la récompense. Mais dans les faits, du coup, c'est un terme qui est assez mal choisi. Parce que la récompense, c'est pas la dopamine. Et quand on pense à anticipation de la récompense, on se dit que le moment où personne reçoit le plus de plaisir, c'est juste avant qu'ils consomment une drogue dont ils sont addicts. Mais dans les faits, pas du tout. Et au-dessus de tout ça, il y a le lobe préfrontal, qui lui va vraiment servir de chef d'orchestre. Il va pouvoir inhiber le système. Par exemple, si les récepteurs D1 sont activés et que dans l'idée, la biochimie de notre cerveau fait que toutes les dispositions pour entamer un comportement d'envie, d'urgence à aller chercher quelque chose, à chercher une substance, le récepteur D1, il peut quand même dire non, je la veux pas, j'ai la flemme, je suis trop fatigué, j'ai plus soif que envie de manger du sucré, donc je vais boire plutôt. Cependant, dans un cerveau d'une personne addicte, il y a plusieurs choses qui changent, mais déjà il faut comprendre comment une drogue agit. Par exemple, si on prend le cas des amphétamines, les amphétamines, elles vont être reconnues par le transporteur DAT, qui sert dans la recapture de la dopamine, et aussi, elles vont pouvoir se lier aux vésicules, on va dire. C'est des petites voitures qui vont emmener la dopamine jusqu'à la synapse pour enclencher la libération. Et du coup, il y a à la fois pas de recapture de la dopamine, donc pas le tri des déchets, on va dire, l'arrêt en fait du système, et un afflux beaucoup plus grand de dopamine dans la fente synaptique, et aussi un blocage de son recaptage. Du coup, finalement, il y a beaucoup plus de dopamine, et pour beaucoup plus longtemps, dans la fente synaptique. D'autres drogues, comme par exemple la nicotine, l'héroïne ou l'alcool, elles vont indirectement exciter au sein de l'ATV la production de dopamine. Et du coup, finalement, le résultat, c'est le même. Il y a beaucoup plus de dopamine dans la fente synaptique. Et à cause de cette accumulation de dopamine dans la fente synaptique, il va y avoir plusieurs conséquences. Déjà, il y aura une désensibilisation à la dopamine. Les récepteurs D2, qui du coup sont de base très sensibles à la dopamine, ils vont être réduits en termes de nombre. Et le cerveau, pour se protéger, il deviendra sourd à la dopamine permanente naturelle du cerveau, le niveau de base. Il y a aussi une atrophie du lobe préfrontal, donc le chef d'orchestre capable d'inhiber les comportements d'urgence face à une substance, il va perdre en puissance. Et ainsi, on aura une perte de contrôle. Et c'est cette surdité au bruit ambiant dopaminergique du cerveau qui va causer l'urgence de reconsommer. C'est pas ici la recherche du plaisir, c'est simplement la recherche d'un état d'équilibre. C'est ce qu'on appelle aussi l'allostasie. On a eu une contrainte physiologique qui a déplacé notre état d'équilibre. Le cerveau induit un nouveau point de contrôle qui du coup est atteignable uniquement en consommant la substance ou après longtemps de sevrage ou substance équivalente. Mais du coup on se retrouve quand même à avoir un besoin de consommer pour réatteindre un état dit de fonctionnement normal. Et en fait pour les addictions comportementales, la finalité c'est exactement la même. C'est juste qu'aucune molécule n'est venue pirater notre cerveau pour nous faire générer plus de dopamine. C'est simplement une surexposition aux récompenses aléatoires, par exemple, qui va induire les mêmes effets délétères, une diminution des récepteurs D2 et une atrophie du lobe préfrontal. Il y a aussi d'autres phénomènes qui sont en jeu, mais ceux-là, c'est vraiment les plus importants. D'ailleurs aussi pour ça que 15 à 20% des personnes traitées dans le cadre de la maladie de Parkinson par L-Dopa sont susceptibles de développer une addiction comportementale. La L-Dopa qui est censée remplacer la dopamine détruite par la maladie dans le système moteur va aussi avoir un impact dans le système limbique. Et donc, une tolérance est susceptible de se créer, et pour retrouver un équilibre, un semi-équilibre dopaminergique au sein du cerveau, les personnes traitées sont susceptibles de développer des addictions comportementales dans l'objectif de retrouver un niveau dopaminergique basal, un nouveau point de contrôle. C'est encore une fois ce principe d'allostasie.
Finalement, j'ai parlé ici que de dopamine. Pourtant, c'est loin d'être le seul neuromodulateur du cerveau. Même si la dopamine elle est responsable de l'urgence de consommer, l'addiction, elle s'explique peut-être par plus que ça, plus que simplement un problème dopaminergique. Pour ce faire, il faut que j'introduise un chercheur français qui a beaucoup travaillé sur l'addiction, monsieur Jean-Paul Tassin. Selon Jean-Paul Tassin, la dopamine, c'est absolument pas le neuromodulateur qui explique l'addiction. Il est certes lié au système, mais pour lui, l'addiction viendrait d'un problème dans le couplage noradrénaline-sérotonine. La noradrénaline serait le neuromodulateur de l'alerte. C'est elle qui va dire au cerveau « Attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer ». Et parallèlement à l'activation du système noradrénergique, il y a le système sérotoninergique qui s'active, qui lui va permettre de protéger le cerveau et surtout permettre le traitement de l'information. Ces deux neuromodulateurs vont avoir un impact sur la dopamine, qui, la dopamine, comme on l'a vu, va permettre de discuter avec différentes aires du cerveau pour entreprendre une action réelle. Courir, sauter, ou encore mieux, supprimer Twitter. D'après ces études, l'addiction ne serait pas causée par la surdité au bruit ambiant dopaminergique, mais en fait, par le découplage de ces deux systèmes. Il a remarqué qu'en plus d'avoir un impact sur la dopamine, les drogues ont aussi des impacts sur la sérotonine et la noradrénaline. Pour prouver son hypothèse, ils ont pris des souris, évidemment les ont torturées, en les mettant dans un petit cylindre et les faisant courir sous l'influence des amphétamines, pour mesurer son effet. Et en fait, chaque jour, ils vont mettre une nouvelle dose, la même dose, à la même heure. On pourrait penser qu'avec la fameuse tolérance, l'effet devrait diminuer. Et au contraire, eux, ce qu'ils ont remarqué, c'est que l'effet augmente. C'est-à-dire que les souris se mettent à courir de plus en plus vite et de plus en plus longtemps. C'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on voyait justement avant sur cette fameuse tolérance et la dopamine. Cela s'expliquerait par le fait que la sérotonine et la noradrénaline influencent aussi le lobe préfrontal. Ces deux systèmes qui communiquaient jusqu'alors entre eux, lorsque l'addiction se met en place, ce système est en total découplage. Et il peut donc se passer plusieurs choses. Par exemple, à chaque signal extérieur, que ce soit une odeur, un contexte, une habitude, la noradrénaline s'active à fond. Mais la sérotonine n'est pas activée, ou alors que très faiblement. Et donc elle peut pas calmer le jeu pour traiter l'information et permettre son contrôle. Le contexte préfrontal active lui-même la dopamine pour entamer une action de recherche de la substance, qui va réactiver artificiellement ce couplage. Encore une fois, on se retrouve à la même conclusion que tout à l'heure. C'est pas la recherche de plaisir qui est l'addiction, mais la recherche d'un fonctionnement physiologique normal qui a été altéré. Et par ailleurs, la théorie du découplage, elle explique pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'arrêter une addiction, d'arrêter une substance. Le découplage est très périn dans le temps, et ça explique les nombreuses rechutes des personnes qui essaient de s'en sortir. Mais la simple étude des rats et des amphétamines au niveau de la tolérance, elle prouve pas son hypothèse à elle seule. Elle prouve simplement que l'image de la tolérance qu'on avait n'est pas exacte. Donc il en a fait une deuxième. Dans cette autre étude, ils ont donné à des rats de l'eau alcoolisée à 10%, jusqu'à en fait les rendre addicts. Puis ils ont donné à différents groupes différentes substances. Dans un premier groupe, ils ont donné des molécules qui contrôlent spécifiquement la noradrénaline par rapport à la sérotonine. Dans un autre groupe, ils ont donné une molécule faisant l'inverse, donc la sérotonine sur la noradrénaline. Ainsi que deux groupes dans lesquels ils ont donné les deux molécules en même temps, mais chacun des groupes a des dosages différents. Et dans les deux cas, quand ils donnent les deux molécules en parallèle, les rats qui, jusqu'alors, étaient addicts, préféraient l'eau alcoolisée à l'eau normale, se mettent à inverser leur tendance. Ils se mettent à préférer majoritairement l'eau simple, non alcoolisée, comparée à l'eau alcoolisée à 10%. Selon lui, la surexposition à la dopamine, ce n'est qu'une conséquence de l'addiction. L'addiction serait causée par ce découplage, mais la tolérance à la dopamine serait quant à elle qu'une conséquence du découplage en lui-même. Cependant, cette étude reste critiquable. Déjà, le modèle murin, donc le modèle des souris, c'est pas encore des humains. Il y en a une autre sur les humains, mais malheureusement je suis uniquement biologiste de formation, donc je m'y connais que en torture de rats. Donc pour ça j'ai demandé à ma copine qui est en études de médecine. Et il y a plusieurs choses qui, malgré des résultats significatifs, on peut se permettre de les critiquer. Par exemple déjà un biais, le biais d'arrêt de l'alcoolisme. Dans son étude, il a demandé à des personnes alcooliques de venir tester ces médicaments-là. Et donc des personnes qui souhaitent déjà de base arrêter. Ça ne remet pas en cause ces résultats, il y a quand même des effets qui sont très significatifs avec des bons résultats. Cependant, si on avait un peu plus de données à ce sujet-là sans des biais d'arrêt de l'alcoolisme par exemple, on aurait plus de certitude sur ces conclusions. Et il y a aussi un petit biais de sélection, il y a peu de femmes dans l'étude et dans les faits ça ne fait pas perdre encore une fois de légitimité à ces conclusions.
mais par contre ça fait perdre de la validité d'un regard extérieur pour savoir comment elle s'applique dans la vie réelle. Étant donné que là on parle d'un médicament, c'est une étude sur vraiment la création d'un médicament contre l'alcoolisme, il faut qu'il y ait une parité pour avoir une conclusion vraiment non critiquable et plus ou moins parfaite. Et encore une fois, là j'ai parlé de la physiologie, de qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on devient addict, mais j'ai pas répondu à la question de base. Pourquoi est-ce qu'on devient addict ? Quelles sont les prédispositions qui nous poussent à l'être ? Quels sont les facteurs sociaux et environnementaux ? Et là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet. L'addiction, elle dépend de beaucoup de facteurs, qu'ils soient environnementaux, sociologiques, génétiques et bien d'autres. La biologie, c'est loin de faire un tout immuable. Déjà, il faut casser plusieurs clichés. La pente glissante ou encore l'addiction en une seule prise, c'est absolument faux. Seuls 10 à 20% des personnes qui prennent une drogue dite dure, même si j'aime pas du tout ce terme, deviennent addicts. Alors qu'en est-il des 80 à 90% des autres ? Pourquoi est-ce que eux ne deviennent pas addicts ? Déjà, la génétique et les mécanismes épigénétiques. Quand on parle d'épigénétique, c'est la modification de l'expression de nos gènes en fonction d'un facteur extérieur. Ça joue un rôle dans notre vulnérabilité face à l'addiction, mais remettre tout sur le dos de nos bons gènes, c'est un peu facile. C'est pour ça que maintenant, je vais parler de l'expérience très connue du Rat Park de Bruce Alexander. Étant donné que je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cette expérience, je vais me permettre de vraiment la résumer. On met des rats tout seuls dans des cages avec simplement de l'eau avec de la morphine et de l'eau normale. En parallèle de ça, on met des rats en communauté dans un rat park, donc vraiment un parc d'attractions pour rats, avec la même possibilité de boire soit de l'eau avec de la morphine. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand ils sont dans un environnement social, les rats ne consomment pas de morphine, ou alors très très peu de manière récréative. A l'inverse, pour les rats seuls, ils vont consommer de la morphine jusqu'à en mourir. Et quand on prend des rats qui sont devenus addicts en étant seuls dans une cage avec l'eau morphinique, et qu'on les met dans la cage avec le rat park, ils vont eux-mêmes arrêter la consommation de morphine. Comme quoi la dimension sociale et l'épanouissement sont très liés aux addictions. Et moi j'en connais une de société où on a très peu le temps pour le social et pour l'épanouissement personnel. Et si l'addiction c'est un problème de société capitaliste ? Oui, c'est évidemment une question rhétorique. Dire que l'addiction c'est une maladie du cerveau, c'est vraiment super pour déstigmatiser l'usager. On se rend compte que c'est bien plus qu'une question de volonté et c'est déjà tip top. Mais d'un point de vue politique, c'est aussi un piège. En réduisant l'addiction à une simple panne biologique, une histoire de dopamine et de récepteurs, ou encore de couplage noradrénaline et sérotoninergique, le système néolibéral et capitaliste, il va s'absoudre de toute responsabilité dans l'addiction. On se retrouve à blâmer la génétique ou le cerveau de l'individu sans pour autant remettre en question l'hyperprécarité, l'aliénation au travail, le stress qui a conduit à cette addiction initiale. J'ai mentionné le fameux Rat Park, mais ce qu'on connaît moins, c'est ce que Bruce Alexander a théorisé par la suite, dans un de ses livres, The Globalization of Addiction. Il affirme que l'addiction est un symptôme direct des sociétés néolibérales et capitalistes. Pour fonctionner correctement, ce système il a besoin de détruire nos attaches. Ainsi, on se retrouve à être des travailleurs ou travailleuses flexibles et des consommateurs isolés. C'est cet isolement profond et systémique qui rend notre cerveau vulnérable aux addictions et qui nous pousse à recréer des liens de substitution à travers les substances. Et je parle même pas du stress écologique et social qui bouscule totalement la biochimie de notre cerveau. Pour résoudre cette épidémie d'addiction, selon Bruce Alexander, il ne sert à rien de traiter médicalement des individus un par un. Ce qu'il faudrait, c'est repenser notre modèle de société pour recréer des communautés solides, inclusives et porteuses de sens. Bon, maintenant qu'on a parlé de la société et de la partie un peu lourde et dure de la vidéo, on va pouvoir passer à ma partie préférée. Cette partie, c'est donc les hypothèses de pourquoi est-ce que notre corps nous laisse la possibilité de devenir addict. Disclaimer, cette partie elle est remplie de finalisme. Le finalisme, c'est l'idée selon laquelle l'évolution a un but concret. Les mutations, les adaptations répondent à un besoin. Or, c'est pas du tout le cas. L'évolution est évidemment aléatoire, seulement quand une mutation donne un avantage, elle peut plus facilement se propager. Aussi, j'aborderai uniquement des hypothèses. Elles sont évidemment critiquables à bien des égards. L'objectif ici, c'est pas du tout de trouver la vérité générale, mais simplement d'explorer des pistes. Maintenant que ça s'est dit, on va passer à l'hypothèse du mismatch ou du décalage évolutif. En biologie de l'évolution, le mismatch ou le décalage évolutif justement, c'est quand un trait physiologique, métabolique, comportemental, initialement sélectionné parce qu'il nous offrait un avantage dans notre environnement ancestral, se retrouve à être inadapté, voire même délétère dans notre environnement moderne. Notre vulnérabilité aux addictions, elle s'expliquerait justement par ce mismatch. Notre système de récompense, il a été forgé dans un environnement où les choses étaient rares. Les récompenses intenses étaient très peu fréquentes et exigeaient un effort important.
Cependant, les anthropologues Edward H. Hagen et Roger G. Sullivan ne sont pas entièrement d'accord. Dans leurs études Psychotropic Substance Seeking, Evolutionary Pathology or Adaptation, ils déplacent le problème du mismatch. Selon eux, opposer un passé préhistorique sans drogue à un présent moderne avec drogue est beaucoup trop simpliste. Même si la disponibilité massive de drogue et la synthèse de nouvelles drogues ultra puissantes sont des phénomènes récents, notre attrait pour les substances viendrait surtout du fait que nous ayons coévolué avec les plantes. Vous le savez sûrement déjà, mais les drogues sont majoritairement des dérivés de composés végétaux. La nicotine, la cocaïne ou encore les opiacés sont à l'origine des neurotoxiques très puissants synthétisés par les plantes pour qu'elles puissent se défendre contre les herbivores ou les insectes. En partant de ce postulat, Hagen et Sullivan suggèrent qu'en fait nos ancêtres consommaient ces plantes toxiques à petite dose pour leurs propriétés antiparasitaires. Sur le plan évolutif, la sélection naturelle aurait sélectionné les individus dont le circuit de la récompense s'activait lors de cette consommation. Ceux qui ressentaient un renforcement positif fort, les individus les plus proches de l'addiction en somme, ils étaient encouragés à en reconsommer et survivaient donc probablement plus aux parasitoses par exemple. Qui plus est dans la nature, la faible concentration de ces alcaloïdes associés à leur amertume et l'encombrement digestif qu'ils provoquent, ça agissait comme un frein naturel. Les effets néfastes de la surconsommation qui auraient causé un désavantage à la survie de l'animal ne pouvaient donc quasiment jamais se manifester. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est déjà la fin, je pensais qu'elle durerait plus longtemps parce qu'en parallèle de ça, j'ai un peu commencé le montage, c'est pour ça que les lumières sont pas exactement pareilles. Et finalement, c'est beaucoup plus court que ce que je pensais. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que je bafouille pas mal dedans, j'espère que ça vous énerve pas trop. Si jamais j'ai été imprécis, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'essaierai vraiment de vous épingler. Je sais que c'est un sujet compliqué à vulgariser, j'ai vraiment fait de mon mieux, mais je ne suis pas encore très doué pour ça. Je suis pris en master de vulgarisation scientifique, mais j'ai pas encore commencé, donc j'ai des choses à apprendre justement. Voilà, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère avoir apporté des réponses si vous posiez les questions. Bref, au plaisir, je vais essayer de vite écrire une nouvelle vidéo, peut-être plus sur l'environnement, le climat. Je vais essayer de me servir des connaissances que j'ai appris à la fac en géologie, plutôt que de faire que de la bio, pour essayer de me diversifier un petit peu. Merci beaucoup, au revoir, c'est un plaisir.